que leurs enfants ont été assassinés par leur propre père, plus rien dans leur vie n'est comme avant. Voici Marie-Hélène Guimont, Martine Bélanger et Marie-Paul McKennis. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, pas comme avant. Pas comme avant. Bonsoir, mesdames. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Vous êtes toutes les trois ici ce soir parce que votre ex a enlevé la vie de vos enfants. On pourra d'ailleurs vous voir dans le documentaire Les Survivantes, réalisé par Karina Marceau et Élie Laliberté à Télé-Québec demain soir. On va regarder un extrait. Manon. C'est un cri du cœur. Il faut que les victimes soient entendues. On peut sauver la vie d'un autre enfant. C'est extrêmement bénéfique aussi pour chacune de nous de dire on se lève et on change les choses. Ça donne un sens au non-sens. Ça s'en vient tranquillement, il lâche. Hey, gars. Marie-Paul, votre vie a basculé le 2 juillet 1996 quand le père de vos enfants, Jérôme, 6 ans, et Justin, 2 ans, a mis le feu à la maison dans laquelle ils se trouvaient tous. Récemment séparés, vous étiez chez votre sœur et de la maison où vous étiez, vous pouviez voir les flammes détruire votre vie. Avez-vous tout de suite compris que c'était pas un accident? C'est ça que oui, parce qu'on s'était parlé toute la soirée. Bien, il m'avait appelé une couple de fois pour me dire... parce qu'on était séparés, il voulait que je revienne, il prenait très mal la séparation. Et j'ai déjà eu plusieurs fois des menaces qui pouvaient passer à l'acte. Fait que lorsque j'ai entendu la sirène du camion de pompiers, j'ai su tout de suite que c'était fini. Marie-Hélène, le 17 décembre 2005, votre ancien conjoint a fait feu sur votre petite Émilie, 18 mois. Avant de retourner l'arme contre lui. Comment vous avez appris la nouvelle? Moi, quand je l'ai appris, c'est les policiers qui sont venus me l'annoncer au milieu de la nuit. En même temps, je m'en doutais qu'elle allait en arriver à ça. Mais la nouvelle a été très difficile. Martine, le 20 septembre 2009, votre ex, qui avait la garde de votre fille Daphné, 6 ans, pour la fin de semaine, l'a assassinée par axe-fusil dans une chambre d'hôtel avant de s'enlever la vie. Les journalistes se sont rapidement rendus sur place. Comment vous l'avez appris? Bien, moi, j'avais vu passer la nouvelle à la télé. Puis, ça a été un bref moment tout de suite après que j'ai su par les enquêteurs qui sont venus me l'annoncer. Est-ce qu'il vous faisait des menaces par rapport aux enfants? Oui. Aussi, déjà? Ouais. Moi, il m'a tout le temps dit tu m'enlèveras jamais ma fille. Puis je passerai jamais Noël sans ma fille. Mais moi, dans mon cas, il en a été violent physiquement aussi. C'est sûr que la violence psychologique a duré longtemps, même après la séparation. Mais quand ils ont plus d'emprise, hein, ils s'attaquent à ce qu'on a de plus précieux, nos enfants. Marie-Hélène, vous aviez avisé votre avocate et le tribunal que vous craigniez pour la sécurité d'Émilie. Pourquoi votre ex vous faisait des menaces? Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous, dans ma région, où c'est que j'habite, à Montmagny, il y en avait eu un drame familial quelques années avant. Quand ça passait aux nouvelles, il a vu ça, puis il a dit, ben moi, je comprends les gars qui en viennent à ça. Les femmes sont prêtes à nous enlever nos enfants à n'importe quel prix. Ben, qu'ils soient pas étonnés qu'il arrive ça. Fait que c'est sûr que quand je me suis séparée d'avec lui pour la garde d'Émilie, ma crainte première, c'était ça, là. C'était sûr, là, qu'il allait tout faire pour avoir Émilie, là. D'une manière ou d'une autre. Martine, vous avez fait appel à la DPJ. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous les avez alertés? Bien, en fait, moi, quand je me suis séparée, la petite avait 4 mois. Je suis allée faire comme un genre de thérapie à violence conjugale, comprendre pourquoi j'étais rendue là-dedans.
Mais dès le départ, c'était dit, elle va savoir quel genre de mère que t'es. Il y avait tout le temps des choses qui se préparaient. Déjà, elle parlait pas, mais il se préparait. Puis un jour, elle est devenue plus vieille. Et là, il n'y avait plus d'emprise sur moi parce que j'essayais C'était tout le temps quand même la violence psychologique, il y avait la violence verbale. Jamais, jamais, jamais il a arrêté. Et ensuite, Daphné a eu 3 ans, était capable de comprendre. Donc, lui a été vers sa fille pour m'atteindre moi. Et quand j'ai vu que Daphné vivait de la violence psychologique et que j'en ai été certaine, là, à ce moment-là, j'ai fait appel à la DPJ en 2009, au printemps 2009. Est-ce que vos ex vous ont laissé des lettres, des messages avant de commettre ces meurtres? Moi, il m'a laissé une lettre. Ce que je peux dire de cette lettre-là, c'est rien de gentil, là. C'est des reproches, c'est... Longtemps, je m'en suis voulu à lire cette lettre-là aussi parce qu'il m'atteignait personnellement, puis j'ai été longtemps à la lire, puis à un moment donné, ben je me suis dit... Le seul coupable, c'est lui. Oui. Marie-Paul, quand vous avez appris le décès de vos enfants, vous êtes tombée en état de choc. Vous avez dû être hospitalisée. Vous vous êtes rapidement dit que ça valait pas la peine de pleurer, que de toute façon, vous alliez arrêter de vous battre et partir rejoindre vos fils. Pourquoi vous n'êtes pas passé à l'acte? Le fait de penser qu'il faut porter ça toute sa vie, c'était inconcevable pour moi. Le temps passe, tu te dis, ben je vais faire aujourd'hui. Au début, c'est une seconde à la fois. Après ça, c'est un jour à la fois par après. Puis là, tu te dis, ben gars, j'ai pris des forces, puis non, je vais continuer. Mais il fallait que je donne un sens à ma vie, là. C'est sûr qu'on peut plus avoir une vie, monsieur, madame, tout le monde, partir travailler, puis avoir une vie normale, entre guillemets, là. Est-ce qu'on peut faire confiance à un homme après ça? Ben moi, je me suis remariée en 2000, c'est ça. J'ai été le couple le plus formidable du Québec à l'émission Claire Lamarche. On avait gagné, moi. Puis oui, mais mon conjoint, s'il était là, c'est sûr que c'est pas évident, là. On fait attention à nous, puis on le met souvent à l'épreuve pour savoir si tu dis ça se peut pas qu'il est fin comme mais on ça. Est traumatisé, oui, là, à un moment donné, il va changer, mais non, ils sont testés. Je pense que ça prend des hommes très patients pour être avec nous. Ah oui. Mesdames, dans chacun de vos cas, les tueurs se sont suicidés, donc pas de procès, pas de confrontation, rien. Auriez-vous préféré qu'ils survivent et qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait? Mettons que on n'a pas vécu de l'autre côté parce que on peut pas savoir, mais c'est aussi difficile parce que finalement tes enfants. Moi, je me souviens, j'ai sorti de l'hôpital. T'arrives chez vous, il te reste plus rien. Ta vie a viré complètement, puis il y a plus personne à accuser, qui va en cours. Fait que c'est comme si il s'est rien passé, puis la vie continue. Fait que c'est très difficile et c'est difficile aussi quand on survit à ça. On a l'impression qu'il cherche il y a quelqu'un qui a besoin d'être pointé du doigt et étant donné qu'on survit à ça, on est souvent pointé. Oui. Et l'aide qu'on vous offre après ça, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y en a? Après 20 thérapies, t'es guéri. 20 thérapies, oui. Oui, seulement. T'es jamais guéri vraiment? Non. Non. Puis nous autres, on a reçu dans 2000 $ et t'as 20 séances de thérapie. Il t'est vraiment laissé... Arrange-toi avec tes troubles. Arrange-toi avec tes troubles. J'aimerais juste savoir, vous avez fait appel, vous dites aux autorités, à la DPJ ou tout ça. Est-ce que vous avez eu l'aide nécessaire par rapport à ça? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce qu'on peut faire quand quelqu'un demande de l'aide comme ça? Ben moi, ce que je dis, là, c'est de croire. Parce que c'est sûr que la journée que j'ai fait appel à la DPJ, j'étais pas tout bonnement assise chez moi, toute pomponnée, puis avec le sourire, puis d'accueillir l'intervenante. Non, j'étais comme hystérique parce que là, tu peux pas croire que tu fais appel à la DPJ, puis qu'il arrive chez vous, c'est gros, là. C'est pas... c'est toujours gros quand on pense à la DPJ. Ça recule pas, là. Non, non. Ça rentre. Tu peux pas dire, oh non, laisse ça faire, je vais m'arranger. Non, non, non. Eux autres, ils rentrent et ils vont sortir quand ils vont décider de sortir. Mais en même temps, c'est d'être cru. On n'est pas cru. Moi, j'avais tout ce qu'il fallait en preuve. Je prenais des notes parce que mon avocate avait demandé de prendre des notes. Juste
pour quand c'est trop, que ça n'a pas d'allure. Puis bon. Ensuite, j'avais quand même l'enregistrement qui me menaçait de se suicider. Et puis, il avait appelé 3 fois de fil en laissant des messages sur le répondeur pour dire qu'il était pour se suicider. Puis déjà, il a dit... Je m'en prendrai pas à petite parce qu'elle est trop petite et elle est trop belle. Déjà, il y avait la phrase pour dire qu'il y avait quelque chose qui était dangereux. Et de se faire croire quand on demande de l'aide, c'est ça qu'il faut. C'est horrible de laisser aller son enfant puis de dire, oui, il va y arriver quelque chose, puis la loi m'empêche de le protéger. J'ai pas le choix de le laisser aller. J'ai pas le choix. Ça, c'est 2 jours, une fin de semaine. T'as pas le choix. Oui. On se demande comment vous faites pour continuer de vivre, puis comme vous êtes là, vous êtes quand même lumineuse. Puis ces hommes-là, des écœurants qui vous ont manipulé, puis qui ont essayé de vous rendre coupable, sont allés chercher ce qu'il y a de mieux. Comment vous faites pour continuer et survivre à ça? J'ai été obligée de me mettre des buts. Je me suis mise 3 buts. Moi, mes enfants sont décédés, je viens de la Gaspésie. Puis 1 an après, je rentrais à l'université à Chicoutimi. J'avais jamais eu la chance de retourner aux études, d'aller aux études. Ça fait que j'avais un secondaire 4 pas fini, je rentrais à l'université, c'était un peu fou. Mais fallait... Ça, c'était le premier but. C'est votre bouée, là? Oui, c'était ma bouée. J'avais promis à mes fils que si je continuais de respirer, que j'allais écrire un livre pour leur mémoire. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui. Ça s'appelle La Survivante. Oui, La Survivante. Et je trouvais ça tellement difficile que les gens comprennent mal la problématique. Et je me donnais un but d'essayer de plus de parler de la violence conjugale et nos drames familiaux. Puis votre 3e but? Mon 3e but, c'était l'exhumation de mes fils, parce que quand mes fils sont décédés, ils ont été enterrés avec l'assassin, et c'est ma belle famille qui s'est occupée de ça. Moi, mes parents sont décédés. Fait que mes fils sont enterrés avec leur assassin, et je voulais avoir le corps de mes enfants. Et est-ce que vous avez réussi? J'ai pas réussi. Pas jusqu'à présent. Les corps appartiennent à l'Église, et c'est très difficile de... Les corps appartiennent à l'Église? Oui. Et c'est pas la loi. Même si j'allais à la loi, il faut absolument que l'évêque me donne une permission pour... ou sinon, l'unanimité des 2 familles. Okay, non. Puis l'autre famille, c'est pas non. nécessairement. Oui. Il faut que les 2 familles sont en accord, mais c'est sûr que ça arriverait jamais. Et quel évêque? Et quel évêque? L'évêque de Gaspé. De Gaspé? Oui. On vous salue. Marie-Paul, à la suite de votre livre Les Survivantes, des femmes se sont jointes à vous et vous avez décidé de vous battre pour faire valoir vos droits. Et vous êtes 6. On est 6. Et les 3 autres femmes sont ici. Derrière, il y a Nadine, il y a Huguette, il y a Caroline. Oui. Bonsoir, mesdames. En ce moment même, sur votre site Internet, vous lancez une pétition, vous publiez un manifeste. Qu'est-ce que vous revendiquez? On revendique le droit d'être reconnu comme victime à l'IVAC. D'avoir les thérapies à vie. L'indemnisation. On demande la concertation des organismes. Il y a l'organisme Agir à Laval qui vraiment... c'est une belle organisation qui fait que s'il arrive quelque chose de vraiment grave, eux autres, ils vont savoir si c'est un code rouge ou de quelle manière ils vont intervenir. D'où le nom. D'où le nom Agir. En plus du manifeste et de la pétition, vous avez mis en ligne sur votre site Web une lettre aux médias. Qu'est-ce que vous dites aux médias? Chapeau aux médias, parce qu'on en a besoin des médias pour faire passer notre message. Puis c'est juste qu'on voulait changer quelques petits points qui pourraient faire une grosse différence quand même de la façon qu'on rapporte la nouvelle. Par exemple? Nadine, elle l'a su à la télé, à la télévision. ses enfants... Elle l'a appris par la télévision? Oui. Fait que, tu sais... Ou de la façon qu'on l'apporte, tu sais, les mots emportés dans la mort, non. On ne l'a pas emporté dans la mort, on les a tués. On les a tués. Ces enfants-là, ils n'ont pas été euthanasiés en douceur, là. Ils ont été brûlés, tirés, étouffés avec un oreiller, Alors, ce ne pendus. sont pas des hommes sans histoire, comme Non, on non, entend souvent. C'est pas un roman de dire la nouvelle. Mais c'est quasi romantique. Oui, des fois, c'est pas- ils prennent C'est comme si le geste était banal, mais dans le fond, Ou poétique. parler ils ont tué, mais...
Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à votre question, c'est aussi quand les médias vont voir les voisins. C'est sûr que les voisins, ils essayent d'être gentils, mais les voisins, ils sont pas dans notre maison. Ils sont pas au courant. Ils savent pas la violence qui se passe dans la maison. Puis ils savent pas. Ils vont dire, ben oui, il avait l'air gentil, il avait l'air fin, puis patati patata, mais ils le savent pas. Fait qu'il faut arrêter d'aller voir Pierre-Jean-Jacques, puis de juste rapporter qu'est-ce qu'ils savent, de pas exagérer la nouvelle, puis de pas, c'est ça, extrapoler parce que c'est arrivé dans plusieurs cas. Puis arrêter de dire c'était un homme aimant, c'était un geste d'amour. Un bon père ou de parce que, tu sais, mais non, c'est un meurtre. Un point, c'est tout. Dans le documentaire, vous racontez que quelqu'un vous a déjà demandé ce que vous aviez bien pu faire à votre ex pour qu'il pose ce genre de geste. Ça existe pour vrai des gens qui croient que vous avez couru après? Ce qu'on entend souvent aussi, c'est « Pourquoi tu restes? » ou « Pourquoi t'as pas parti? » Mais c'est un étau, t'as peur pour ta vie, t'as peur pour tes enfants. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ça, pourquoi on reste. Mais tu pars pas comme ça, sinon ça serait facile, là. T'es morte de peur, fait que t'as vraiment peur pour ta vie, puis t'es détruite aussi. La confiance, tout. Ouais. Un des drames qui a été le plus médiatisé, celui d'Isabelle Gaston. Pourquoi elle n'est pas dans votre mouvement, Isabelle? Est-ce que vous l'avez invitée? Oui, on l'a invitée parce que quand on a tourné, 5 jours à Charlevoix, elle était très prise dans son propre... processus judiciaire. Ouais. Puis en même temps, elle se bat aussi beaucoup pour le côté juridique, ce qui n'est pas notre cas puisqu'ils sont décédés. Mesdames, je tiens à saluer votre courage, votre détermination. Vous avez choisi de vous battre pour aider les prochaines victimes, alors que vous avez déjà vécu ce qui est le plus difficile à vivre pour un être humain. Vous avez mon plus grand respect et je lève mon verre à votre dignité.